Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Salut Vincent, merci beaucoup d'être avec nous. Salut Sam. Alors je m'appelle Vincent PRH, je suis directeur du digital chez Amaury Sport Organisation. Amaury Sport Organisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ayant droit français qui opère sur 5 disciplines sportives. Donc le cyclisme, avec notamment le Tour de France, mais aussi une trentaine de courses cyclisme. Les événements grand public, dont le marathon de Paris, marathon de Barcelone, semi de Paris, etc. Le golf, avec 2 tournois, dont Lacoste Ladies, la voile, le Tour de France à la voile, et Nice Ultimate, une course grand bateau qui va avoir lieu en 2021. Et le motorsport, avec le Dakar, notamment, donc qui aujourd'hui se déroule en Arabie Saoudite. Mon parcours, il est assez classique. J'ai bossé pour à la fois des ayants droit, des agences, des startups, et ça fait 5-6 ans que je suis maintenant dans l'industrie du sport, que sur des fonctions digitales. Mais bon, voilà, je suis un peu né avec un ordi. Mon père, il bossait dans l'informatique. J'utilisais MS-DOS quand j'avais 5 ans, donc voilà, c'est assez naturel. Ouais, c'est assez naturel. Mais t'as eu un petit saut, t'étais dans le sport pendant un bout de temps et après t'es allé dans la grande distrib, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ça, c'est quand même intéressant dans le parcours. Ouais, c'est assez intéressant. Alors, j'y suis pas resté très longtemps. Je suis resté 1 an chez Auchan. En fait, après avoir monté une startup avec l'agence La Fourmi, donc une startup qui s'appelait SoLive, qui était un outil de création graphique automatisé pour les ayants droit, les marques, etc., mais spécialisé dans le milieu du sport et de l'entertainment. Et après, effectivement, j'ai eu cette opportunité chez Auchan de diriger le social media au niveau monde chez eux. Ça a été hyper enrichissant sur la complexité politique aussi, et c'est une très très grosse boîte, hein, c'est plus de 320 000 personnes salariées dans le monde, donc c'est quand même costaud. Et donc ouais, non, ça a été hyper enrichissant, mais en fait il y a un moment donné où quand ton job c'est un peu ta passion, c'est compliqué en fait d'en sortir. Et finalement, quand j'ai eu cette opportunité de revenir chez ASO qui s'est présenté, je suis vite revenu. Mais par contre, ça a été hyper enrichissant pour moi sur des expertises que finalement aujourd'hui dans le sport on opère assez peu, sur toute la partie achat média qui est plutôt light aussi chez des ayants droit aujourd'hui dans le sport, si ce n'est sur du ticketing, etc. Mais même aujourd'hui l'expertise elle est pas hyper développée. Mais en revanche, voilà, chez un retailer comme nous, où on devait faire du chiffre d'affaires sur de l'e-commerce via le canal social media, ou même driver des gens en magasin via le canal social media, voilà, ça m'a permis effectivement de construire une expertise encore plus forte sur ces thématiques-là. Donc en soi, ça a été hyper enrichissant, même si c'était pas aussi excitant que l'est le milieu du sport. Ouais, vendre de l'alimentaire, c'est pas exactement la même passion que être sur les événements de sport. Et par contre, t'as réussi à prendre des choses de l'industrie, justement de la grande distrib, que t'as appliqué au sport derrière. Et est-ce que, en termes d'industrie, la grande distrib est plutôt en avance ou en retard sur un écosystème comme le sport? En fait, il y a certaines thématiques où il y a une avance parce que ils ont toujours été obligés de faire de l'investissement média de manière beaucoup plus forte. Eux, ils ont une expertise e-commerce qui est beaucoup plus développée que la nôtre, on va pas se mentir. Enfin, si je prends même le Tour de France ou même les événements grand public, alors on sait vendre des dossards, on sait vendre des produits dérivés du Tour de France, mais aujourd'hui on n'a pas une expertise qui va très loin sur la personnalisation, sur le targeting, sur notre capacité aussi à suivre un consommateur sur l'ensemble de son parcours client. On avait développé chez Auchan, avec Auchan France, des dispositifs qui étaient assez ouf sur l'achat en social media, où on était en capacité de targeter quelqu'un et en fait de savoir avec les remontées du logiciel de caisse si à la fin le mec il avait utilisé cette promo là et que c'était grâce à notre publication sponsor sur Facebook ou sur Instagram ou de l'achat média Google. Et en fait on arrivait quand même à avoir du coup des remontées clients et du CA généré qui provenait à J+3, J+4, J+5 d'une publication sponsorisée. Et en fait, on avait cette connaissance-là, cette expertise-là, qui, moi, aujourd'hui, m'a vachement aidé dans notamment la vente de dossards sur nos événements grand public. Où on a réussi, chez ASO, à industrialiser cet achat média-là pour générer du chiffre d'affaires via ce canal-là. Aujourd'hui, le canal digital, il est automatiquement intégré dans les plans commerciaux et marketing des épreuves grand public, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc en fait, voilà, ça m'a vachement apporté. C'était vraiment le sujet sur lequel où tu te dis ouais, il y a une vraie avance. Et sur la partie CRM et connaissances clients, forcément quand tu as des cartes de fidélité depuis 30 ans et tu as une connaissance client avec
ce qui j'achète. Du coup, tu peux. Ouais, j'allais dire ça d'un point de vue startup. Tu vois, pour être de l'autre côté de la barrière, c'est super intéressant de pouvoir effectivement justifier de A à Z la ROI de chacune de tes activations digitales. Là où on est encore pas aussi bon que ça dans le domaine du sport. Ouais, clairement. Aujourd'hui, l'approche ROI sur les activations digitales, elle est pas toujours présente. On l'exploite pas suffisamment parce que voilà, il y a aussi des écosystèmes où c'est pas forcément l'ensemble des outils et des process qui sont mis en place. Et ça aussi, c'est quelque chose qui moi m'a aidé sur mon expérience chez Auchan et sur d'autres boîtes hors sport. Hein. Quand j'ai travaillé chez Microsoft, c'était la même chose sur la partie process et intégration des outils. Où là, en fait, effectivement, dans le milieu du sport, on a encore du chemin à faire, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Mais effectivement, en France, on a quelques ayants droit, quelques marques de sport qui ont des aspirations aussi d'autres pays et qui du coup arrivent à vraiment créer quelque chose d'assez homogène et d'assez robuste. Mais effectivement, on est assez encore loin de ce que vont faire des gros e-commerçants, de ce que vont faire des grosses boîtes high-tech sur les process, sur l'agilité, sur des outils, etc. Mais voilà, ça avance. Après, c'est une question aussi de priorité, de moyens. Et aujourd'hui, tous les ayants droit dans le sport sont pas le Paris Saint-Germain, sont pas la LFP, etc. Et du coup, ou même nous, hein, sur le Tour de France, où on a des moyens. Mais après, il y a aussi des clubs qui ne les ont pas forcément et qui sont obligés de bricoler et qui le font quand même admirablement bien. Et voilà, il y a encore une marche à gravir en France sur cette évolution technologique-là. Ouais, c'est marrant que tu dis ça parce que de l'extérieur, le groupe ASO, vous avez quand même la chance d'avoir des gros événements et en plus des événements un peu particuliers comme le Tour de France où finalement le Tour de France est limite plus gros que la fédération de cyclisme international et c'est marrant de se dire que tu as quand même une grosse limitation sur ce que tu peux faire sur le digital encore parce que fondamentalement quand tu le vis de l'intérieur, bah tu te dis que les moyens sont pas forcément aussi gros que ce qu'on pourrait penser. En fait, c'est pour le coup chez ASO et alors le Tour de France effectivement, c'est l'événement cycliste numéro 1. Je pense que c'est l'événement qui est le plus essentiel à l'économie du cyclisme aujourd'hui. Ouais. Et on le voit aujourd'hui même dans une période très complexe qui est la période Covid. On arrive du coup, on a un Tour de France qui va s'élancer samedi 29 août. On arrive à maintenir cet événement-là qui est quand même clé pour toute l'économie du cyclisme et ça c'est même politique en France, hein, c'est essentiel pour la France. Même d'un point de vue sport international, voilà, c'est un des 10 plus gros événements de sport. Exactement, donc c'est extraordinaire qu'on arrive à le maintenir. Et en fait non, chez ASO les moyens quand même on en a et ça c'est quand même génial de pouvoir travailler au quotidien. Aujourd'hui, on a juste tellement d'événements aussi chez ASO. On a quasiment 70 événements tout au long de l'année. Et nous, tu vois, sur la direction digitale, on est en transverse sur l'ensemble des événements. Donc, il y a un moment donné aussi, il faut réussir à prioriser certains chantiers, prioriser les sujets. On n'a pas non plus des équipes extensibles. Et finalement, on arrive à faire des super choses. Là, on a sorti le nouveau site du Tour de France le vendredi matin, qui est la première brique de ce qu'on essaye de construire pour 2021 sur des gros sujets CRM, de personnalisation, d'accompagnement de nos utilisateurs dans leur expérience digitale. Et voilà, et on a des discussions avec beaucoup de nos sponsors, beaucoup de nos diffuseurs, notamment aussi, sur comment est-ce qu'on peut réussir à avoir des écosystèmes digitaux qui soient complètement complémentaires et qui servent chacun, nous, de nos clients, parce que les diffuseurs, nos partenaires, c'est nos clients sur le Tour de France notamment. Et on essaye vraiment de travailler de manière conjointe pour créer les meilleures expériences digitales pour nos fans. Justement, un des avantages de la période Covid, c'est quand même dans le digital, on a vu un essor des besoins du côté des côtés détenteurs de droits ou broadcasters tout simplement. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, côté ASO, qui t'a plu durant cette période? Comment vous avez réussi à être agile sur certains sujets? Est-ce que tu as des sujets en particulier que tu veux mettre en avant? Et au-delà d'ASO, est-ce que tu as vu des choses, toi, justement, qui t'ont beaucoup plu dans le domaine, dans l'industrie? Nous, de notre côté, effectivement, la période Covid, elle a été inattendue et spéciale comme pour tout le monde. On a dû travailler en fait finalement encore plus sur la partie digitale parce que forcément, vu qu'on pouvait pas faire d'événements physiques, il a fallu trouver des pendants aussi digitaux. Et on a travaillé beaucoup aussi avec nos sponsors parce que voilà, aujourd'hui on a déplacé le Tour de France au mois de septembre. Au mois de juillet, il y aurait dû ne rien avoir et on a réussi voilà à travailler avec eux sur de la création à la fois de contenu pour occuper l'espace médiatique et puis voilà leur offrir cette visibilité qu'ils n'avaient pas du coup liée au report de l'événement en digital.
Et ça a été l'occasion pour nous vraiment d'accélérer aussi sur la partie e-sport et virtual sport, comme on l'appelle, sur la première édition d'un Tour de France virtuel avec Zwift, où ça s'est monté très vite. Les premières discussions ont eu lieu mi-avril, et puis le Tour de France virtuel a eu lieu sur les week-ends originels de juillet, des dates initiales du Tour. Et qui a été un super succès pour nous. On a réussi à avoir un plateau de pros qui était génial. On avait une prod qui était super bonne. On avait des diffuseurs qui nous ont suivis, qui ont fait de la diffusion soit en linéaire, soit en OTT, mais avec des résultats qui étaient plutôt satisfaisants. Nous, sur nos plateformes propriétaires, on a eu des super audiences sur nos lives YouTube, en YouTube Première ou sur Facebook, où on a eu des audiences qui étaient hyper satisfaisantes. Donc ça, c'était vraiment clé, et les coureurs étaient contents, on jouait le jeu, on avait toutes les équipes quasiment qui participent au Tour de France qui étaient présentes. On a eu des top coureurs, on a eu des Julien Alaphilippe, des Chris Froome, des Egan Bernal, etc. Donc on a eu vraiment des super coureurs. Donc ça, c'était génial. Et on avait le pendant en fait amateur qu'on fait en physique d'habitude, l'étape du Tour de France, qui regroupe entre 15 et 20 000 coureurs. Ouais, j'allais dire, c'est génial pour vous qui êtes à cheval un peu sur ces entités phares comme le Tour de France, mais aussi comme sur de l'amateur grand public. Exactement. Comme le marathon. Ouais. Exactement. Et en fait, sur les dérivés de nos épreuves professionnelles en épreuves amateurs, donc l'étape du Tour de France virtuel qui regroupe d'habitude entre 15 et 20 000 coureurs, là en virtuel, on l'a transposé avec Zwift. Il y en a eu 3 sur 3 week-ends, avec 8 slots par week-end pour pouvoir participer, peu importe où que tu sois dans le monde, et que tu aies un slot qui convienne à ta tranche horaire ou à ton week-end, parce que si samedi tu peux pas parce que tu dois t'occuper de tes enfants, dimanche matin tu peux peut-être monter sur ton vélo et faire ton étape du Tour. On a eu 90 000, un peu plus de 90 000 mecs dans le monde qui ont pris leur vélo d'appartement pour faire les étapes du Tour. Et sur les 3 week-ends, on a eu un taux de repeat sur ces fans-là et sur ces pratiquants-là, qui était de 2,1 épreuves sur 3 en fait. Donc en fait, c'est génial. On a eu un nombre de participations qui était même au-delà de ça, 90 000 participants, en sachant qu'il fallait justement son vélo d'appartement, se connecter, etc. C'est beaucoup. Non. Pour nous, effectivement, les contraintes pour pouvoir faire cette étape du Tour, elles étaient quand même, les barrières à l'entrée étaient assez fortes, parce qu'il te faut un bon vélo d'appartement, il te faut un home trainer connecté, il te faut un abonnement à la plateforme Zwift. Alors, il y avait une période d'essai de 3 semaines, où tu pouvais avoir ta période d'essai de 3 semaines, et du coup, pendant le tour, pour pouvoir effectivement faire tes 3 étapes, si jamais t'étais pas abonné à Zwift. Mais effectivement, on avait ces barrières à l'entrée qui étaient fortes, et aujourd'hui, nous, les résultats sont hyper satisfaisants, et ça nous donne en fait aussi un vrai tremplin sur notre capacité à créer des choses off-season aussi, et sur des périodes un peu creuses, où aujourd'hui, nous, on était un peu vide en contenu, et on savait pas trop comment vraiment aller catcher nos fans et nos core users sur les mois un peu faibles. Là, on va peut-être réussir à créer des événements virtuels qui nous permettent de toujours garder un lien et de créer de la valeur pour nous, encore plus pour la marque du Tour de France et de l'étape du Tour de France. Ouais, c'est marrant, on en parlait avec Sébastien Audou et Mathieu Montigo de Canal+, qui étaient venus chez nous, comme cette période Covid et notamment The Last Dance, en fait, ça avait renforcé ce côté écrire un narratif tout le reste de la saison, parce que fondamentalement il y a des belles choses qui permettent de vraiment capitaliser sur son audience, et en fait de réussir à désévénementialiser, j'ai envie de dire, une activité comme la vôtre qui est par nature très événementielle. Ouais, c'est évident, et là tu vois, on se parle du cyclisme, mais sur les épreuves grand public, aujourd'hui, nous, il y a vraiment des choses à faire pour aller encore plus loin dans l'accompagnement de la préparation à un marathon, sur la création de courses virtuelles. Aujourd'hui, on a des applications connectées, sur des challenges connectés, mais on pourrait aller encore plus loin sur comment est-ce qu'on crée ces courses virtuelles-là, comment est-ce que on implique les participants et les pratiquants dans leur préparation encore plus, comment est-ce que nous, on les aide dans des plans de nutrition, enfin bref, on peut aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce type d'outil-là qui génère de l'engagement et de la fidélité finalement, parce que au final, si on crée cette communauté qui est hyper forte tout au long de la saison, nous, on arrivera encore plus à leur pousser des messages, les accompagner et les fidéliser sur nos épreuves. Parce que nous, l'enjeu, il est là aujourd'hui. Et nous, l'enjeu, c'est que
un mec qui va faire le 10K de Paris, il fasse aussi le semi, il fasse aussi le marathon. Ouais. Nous, c'est l'enjeu, c'est de réussir à leur offrir des challenges toujours plus importants pour eux, et nous réussir à les fidéliser sur l'ensemble de nos épreuves. Ouais. Et j'allais dire justement, toi, côté ASO, tu arrives à justement fidéliser tes utilisateurs, et au-delà de sur une même activité comme le marathon par exemple, ou la course d'une manière plus générale, est-ce que tu arrives toi de ton côté, d'un point de vue recensement de tes utilisateurs, à définir des profils ASO qui consomment de l'ASO de différentes manières et à travers différentes disciplines qui n'ont rien à voir les unes avec les autres? Ouais, alors on a commencé ce travail-là il y a un peu plus d'1 an, où on arrive vraiment à catégoriser les profils d'utilisateurs sur nos épreuves grand public, sur notre base de données des épreuves grand public, des participants, où on va avoir effectivement déjà les utilisateurs et les pratiquants qui ont fait plus de 3 épreuves ASO dans les 2 dernières années, etc. Enfin, les gens les a catégorisés par le nombre d'épreuves qu'ils avaient faites chez nous durant la dernière année, les 2 dernières années, les 3 dernières années. Et après, on a aussi par typologie d'épreuves. C'est-à-dire, on a du mountain biking avec des épreuves de VTT, etc., du cycling avec toutes nos épreuves, voilà, effectivement, de l'étape du Tour, du Paris-Roubaix Challenge, Paris-Nice Challenge, toutes les épreuves dérivées de nos épreuves professionnelles, nos courses professionnelles. Après, on a effectivement du running, et après, on a même aussi aujourd'hui du triathlon avec le triathlon de Paris. Donc en fait, on arrive à les catégoriser entre le nombre d'épreuves qu'ils font chez nous par an, la typologie d'épreuves. Après, on arrive à catégoriser, savoir si lui, c'est plutôt un mec qui va venir courir pour se challenger, relever un défi dans l'année. Le mec se dit, bon, moi, je fais un marathon dans l'année, je le fais, c'est génial, c'est mon exploit de l'année. Un autre qui est vraiment dans la performance parce que le mec va faire le 10K, le semi, le marathon, et puis après, il va nous faire aussi le semi de Marseille, etc. Et du coup, lui, c'est vraiment un mec qui est dans la performance. Ou alors après, ceux qui vont venir courir juste pour s'amuser et qui vont faire des Run My City, qui est la course qu'on a où on visite des monuments de Paris. Il va faire juste le 10K de Paris parce que l'ambiance Adidas, elle est sympa. Il fait partie d'un groupe de runners à l'année où il court quelques fois par mois, etc. Mais il y a cette ambiance-là qui est un petit peu différente. Et en fait, on commence à réussir vraiment à les catégoriser, et du coup, on a des premiers programmes CRM qu'on a lancés où on essaye vraiment du coup de leur apporter un contenu qui correspond à ce que eux recherchent en termes d'épreuves ou en termes d'univers. Et est-ce que toi, en dehors de la bulle ASO, tu as vu des activations digitales justement pendant cette période où tu n'avais pas forcément la possibilité d'avoir ces activités grand public, ou d'un point de vue beaucoup plus professionnel, j'ai envie de dire? Est-ce que tu as vu des activations, toi, qui t'ont inspiré ou qui t'ont semblé top? Alors, pour le coup, en étant un grand fan de foot, aujourd'hui, on est tous un peu tristes parce qu'on aurait aimé un résultat différent de la finale de la Champions League. Mais non, ce qu'a fait la FIFA, notamment sur les replays des gros matchs et des grosses finales, et les dispositifs qu'ils avaient sur la partie cohérence entre ce qu'ils faisaient en social media et ce qu'ils diffusaient en YouTube Live et les audiences qu'ils ont réussi à générer, je trouvais ça assez exceptionnel. Et donc sur la partie contenu, j'ai trouvé ça vraiment vraiment top. Pareil sur la partie e-sport, ce qu'on réussit à créer, même des clubs et des ligues, ou même la fédé portugaise notamment aussi de football, ils ont réussi à faire jouer, tu vois, leurs joueurs de la sélection en live ensemble sur FIFA, et ils faisaient des matchs ensemble. Et en fait, toutes ces activations-là qui ont permis de vraiment mettre au cœur d'autres éléments de l'industrie du sport, donc et notamment le gaming, qui je pense effectivement a eu peut dire merci au Covid sur le développement qu'il a eu, même si voilà, la croissance de l'e-sport elle est pas nouvelle, mais là on a mis quand même, je trouve, un vrai coup de boost. Et après, vraiment techniquement sur la partie professionnelle, la capacité aujourd'hui à faire de la remote production, elle est devenue assez dingue, et effectivement je pense que ça va offrir une nouvelle tendance. On le voit moi j'ai des amis journalistes qui sont à Canal, à TF1, etc., qui font des interviews de sportifs. En fait, le confinement a changé leur métier. Alors certes, c'est pas le même rendu et la même typologie d'interview, mais ça va leur permettre en fait de réaliser beaucoup plus de choses de manière beaucoup plus simple. Parce que aujourd'hui, maintenant, c'est rentré dans une certaine normalité que de faire ton interview via Zoom ou via Skype ou en FaceTime ou ce que tu veux, de faire un live sur les réseaux sociaux directement en discutant avec quelqu'un, soit via du natif, soit via un outil dédié. Et en fait, ça permet de développer effectivement le nombre de contenus et les audiences que tu peux réaliser.
Et ça a vachement, je pense, servi aussi nos métiers. Ouais, j'allais dire, c'était une folie pendant le confinement, les Instagram live, quand tu regardes les chiffres qu'un Karim Benzema a réussi à avoir sur sa chaîne en direct, c'est vrai que c'était, par la force des choses, t'étais obligé de l'apprécier dans ce format-là, et je trouve que ça remplace pas le fait d'être le présentiel et cette interaction que tu peux avoir sur d'autres types d'interviews. Mais c'est vrai qu'en termes de volume et en termes de commercialisation de ce type de contenu, c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu peux faire en fait. Ouais, et puis du coup, tu touches des audiences qui sont différentes. Ce qui est assez dingue quand on parle de Karim Benzema. Alors, forcément, en plus, Karim Benzema, il arrivait à avoir Pelé en live, à avoir Cristiano Ronaldo, à avoir tous les gens que lui connaît et ses potes. Et finalement, il avait des discussions hyper ouvertes. Et tous les mecs que lui a touchés via ces lives-là, si une de ces marques avait voulu vraiment s'y intéresser et que il y avait eu un deal qui avait été fait, j'en sais rien, entre Adidas et Karim Benzema sur ces lives-là, l'audience qu'ils vont aller toucher, elle est vraiment sur du core fan de Benzema, assez jeune, et du coup ils auraient pu vraiment créer du brand awareness de manière assez dingue. Parce que ce qui était cool aussi, c'est qu'il avait ce format-là avec des grandes superstars qui parlent à différentes générations, mais il avait aussi du Nani qui venait et qui touche un tout autre public, et c'est vrai que ça a été fait de manière naturelle, tu vois, quasiment systémique, et en fait ça montre que déjà ces communautés-là peuvent toucher différents types de générations de manière différente et de manière très simple en termes de setup. Exactement, et de toute façon on l'a vu pendant le confinement, ça a été assez fou. Et pareil, le développement des applis de training, de fitness, de cross training, de crossfit, etc. Ça s'est développé un truc de dingue. Et on le voit aussi, même des anciens joueurs qui ont lancé leur programme d'entraînement à ce moment-là, des Patrice Evra, des Nicolas Nelka, qui ont lancé des applis de fitness payantes. Et du coup, il y a eu un développement aussi du business qui a été dingue. Et ça, le social media permet aussi d'avoir des canaux de vente qui sont beaucoup plus rapides et qui permettent de toucher vraiment des cibles d'utilisateurs qui sont hyper précises, quoi. Donc là, on a vu côté en fait de ton côté la digitalisation en fait des workflows qui est super intéressante. Et est-ce que du côté consommateur, donc naturellement oui, parce qu'on en parlait avec les réponses et les audiences qu'ont pu faire ces athlètes pendant la période de confinement, mais est-ce que sinon d'une manière générale, depuis ton arrivée à ESO, tu vois même sur des catégories qui sont pas forcément des corps utilisateurs digitaux, parce que quand même on sait que le Tour de France ça parle plus à une génération, enfin ça parle moins à la génération milléniale, la génération Z qu'aux générations un peu plus anciennes. Est-ce que tu vois quand même un shift de consommation et que via le biais du digital vous arrivez à attirer des nouvelles communautés sur vos compétitions? Ouais, alors en fait on le voit, mais après c'est de la même manière, c'est assez systémique parce que t'as des utilisateurs qui sont plus jeunes sur des plateformes sociales que devant leur télé de manière générale. Mais effectivement, nous on a vu déjà nos communautés sociales qui ont augmenté assez fortement sur les 2 dernières années. On a aussi notre base de données CRM, donc notre base de fans du Tour ou même de nos épreuves grand public qui effectivement grossit assez fortement et avec des tranches d'âge qui baissent. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là, si tu prends la moyenne d'âge des gens devant leur télé, que ce soit devant le Tour de France ou d'autres émissions de France Télé, si on prend la case de France Télé, t'es à plus de 57, 60 ans en fonction des programmes de moyenne d'âge. Nous, aujourd'hui, sur les contenus social media qu'on va produire, on a une moyenne d'âge qui a 34, 35 ans sur les gens qui vont la consommer. Donc pour nous, c'est quand même essentiel de réussir à garder ces utilisateurs-là devant leur télé, mais c'est aussi essentiel, nous, de renouveler cette base fan-là, parce que c'est elle qui, dans 20 ans, sera devant sa télé, sûrement, et qui regardera. Et non, nous, ce qu'on a constaté, c'est que sur l'OTT chez France Télé, et sur toute notre partie, nous, second écran, avec les Race Center qu'on a refondu là cette année notamment, qui apporte énormément de data, énormément de contenu near live, etc. Ça nous permet, nous, de capter une nouvelle audience qu'on fidélise, qui reste vachement longtemps, qui reste plusieurs dizaines de minutes parfois pendant un après-midi sur notre Race Center pour suivre la course, avec effectivement, je te disais, des near live qui sont issus de nos feeds Twitter, de nos feeds Facebook, des stories
des stories que là on est en train d'intégrer dans l'app mobile façon Instagram, qui sont toutes les stories que nous on crée sur du contenu de résumé, de data, de stats, etc. Et donc toutes ces plateformes là, nous un peu second screen, qui nous aident parce qu'on n'a pas le flux live sur nos plateformes à nous, parce que c'est nos diffuseurs qui diffusent les étapes du Tour de France. Mais nous, nos plateformes propriétaires où on apporte de la donnée supplémentaire et de l'information complémentaire au live, elles nous ont permis effectivement de rajeunir vachement les audiences. Et du coup, juste pour rappel, pour que tu vois, reprendre un peu de hauteur dessus, vous êtes sur un business de vente de droits. Et effectivement, comment est-ce que tu arrives, on parlait de France Télé, comment tu arrives toi côté détenteur de droits à avoir un équilibre sur tes activations digitales comparé à ce que vous vendez fondamentalement aux broadcasters et que les broadcasters veulent retrouver en exclusivité sur leur plateforme? Comment tu gères tout ça? Alors, si on prend l'exemple de France Télévisions, on a vraiment travaillé en bonne intelligence avec eux. Tu vois, si on prend même un élément très précis qui est la Google One Box, potentiellement, où effectivement dans les moteurs de recherche, tu as des contenus qui remontent, etc. On travaille en bonne intelligence pour leur offrir aussi certains droits, parce que eux, c'est un vrai site média, c'est des vrais enjeux pour eux, simplement média, de capter l'utilisateur. Nous, parfois, ça l'est, mais ça l'est moins qu'eux. Et en fait, dans les droits qu'on a avec eux, de toute manière, on a des rev share publicitaires, on a de la vente de contenu, etc. Donc, c'est simplement de la bonne intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est nos clients, donc on veut que nos clients soient satisfaits. Et en même temps, eux, leur enjeu, c'est que nous, nos audiences, elles soient suffisamment captives. Parce que si on prend l'audience France avec France Télévisions, la home de notre site, quand tu arrives, on va te pousser vers le live qui est chez France Télé. Le Race Center, typiquement sur la et partie tu le fais par territoire, ça a d'ailleurs poussé vers le... T'arrives à le faire par territoire? Ouais, dès qu'on a des exclusivités et des contrats avec nos broadcasters, effectivement, on a des redirections de notre home vers le live center qui va être chez France Télé ou chez un autre diffuseur. Et après, voilà, c'est des discussions qu'on a sur de la création de contenu. Nous, on sait qu'on a, dans nos contrats, on garde un droit de pouvoir pousser du near live sur nos plateformes jusqu'à une dizaine de minutes de course par jour. Eux, de leur côté, profitent aussi de nos audiences, on a une playlist YouTube qui est mise en avant sur la recherche Tour de France, où là, on a le droit à 5 vidéos, elle est brandée Tour de France, et dans ces 5 vidéos-là, on va en mettre à disposition de France Télé, mais parce que c'est de la bonne intelligence, qu'on travaille bien ensemble, et que ça sert nos deux intérêts. Plus France Télé va faire de l'audience, plus France Télé va être content, et plus France Télé ne voudra jamais perdre le Tour de France sur le territoire français. Ouais. Donc voilà, c'est de la bonne intelligence, et en plus chez eux, alors avec leur responsable digital Gauthier Curtil, avec qui on s'entend très bien, voilà, ça c'est plutôt voilà, toujours en bonne intelligence pour servir les intérêts de chacun au mieux. Et sur l'internationalisation des droits, vous en êtes où au niveau du Tour de France? Parce qu'on sait que c'est très fort en France. On sait que l'avènement de Lance Armstrong à l'époque avait créé une énorme visibilité internationale, et notamment aux États-Unis. Vous en êtes où sur le comparatif entre droits domestiques et droits internationaux? Alors on a sur les chaînes de télé, c'est assez hallucinant. On a plus de 180 pays qui diffusent le Tour de France. Alors, on a des accords très importants avec Eurosport, avec SBS, avec NBC aux US, avec SBS en Australie, avec G-Sport au Japon, donc avec Supersport en Afrique du Sud. Enfin voilà, on couvre l'ensemble du globe. On a des pays qui sont plus ou moins forts, mais en fait on a des audiences qui sont très importantes. Et après, sur la digitalisation des droits, on a effectivement des discussions très fortes. On a eu le premier réacteur 100% OTT, Flow Sport au Canada, avec lequel nous on travaille depuis l'année dernière, avec qui ça se passe très bien. Donc c'était le premier contrat vraiment de plateforme 100% digital. Donc c'était intéressant pour nous. Et après on a des lots de droits supplémentaires digitaux qu'on vend et qu'on travaille avec eux sur de la data additionnelle, sur de la mise à disposition d'un Race Center aussi, qui est complètement ensuite brandé, que peuvent intégrer chez eux.
Et voilà, donc nous on commence à vraiment aussi avoir ces packages digitaux avec des additionnels en digital qu'on arrive à aller vendre à nos diffuseurs. Ouais, j'allais dire ça, c'est super intéressant aussi pour revenir à ce que tu disais un tout petit peu plus tôt sur le côté tes équipes qui vont maintenant filmer du contenu sur place à partir de moyens, j'imagine, un peu différents, pas forcément de la caméra type, mais aussi du téléphone, etc. Et on voit qu'il y a de plus en plus de fédérations internationales qui le font. Tu vois, t'as la Major League Baseball, t'as la NHL, t'as bientôt la Bundesliga qui va le faire aussi. Aller vraiment récupérer du contenu bord de terrain. Toi, tout ça, c'est des activations que tu peux déjà faire et sur lesquelles tu arrives déjà à capitaliser sur tes propres plateformes, ou c'est un axe de développement aussi pour toi de vendre ce contenu-là à l'international à moyen terme? Alors, ça pourrait. Aujourd'hui, on le fait pas. Aujourd'hui, en fait, la monétisation qu'on a sur les contenus qu'on produit au bord de la route par nos community managers ou par des équipes de prod photo, etc. La monétisation qu'on en a, c'est le branding de ces visuels-là sur nos plateformes sociales. Nous aujourd'hui ça rentre dans des packages sponsoring qu'on va vendre avec de la visibilité et par exemple sur des prix sportifs le vainqueur d'étape du Tour de France c'est Continental qui est le sponsor de ce prix sportif là. Voilà, dès qu'il y a une photo avec le vainqueur d'étape on a notre branding Continental Tour de France qui est intégré. Mais aujourd'hui non, c'est pas du contenu qu'on va aller vendre. Alors en fait on va vendre du contenu brut à certains médias, qui soient nos diffuseurs, soit des médias repreneurs, où eux vont pouvoir avoir quelques minutes de course, des résumés d'étapes avec le droit de les publier, etc. Mais aujourd'hui, le contenu un peu non officiel, off, behind the scene, etc. Aujourd'hui, on l'utilise simplement sur nos plateformes à nous, ou alors les diffuseurs ont effectivement le droit aussi d'avoir des gens sur le terrain pour les produire, mais on n'a pas cette centralisation de la production de ces contenus-là pour aller les vendre. Mais avec la période qu'on est en train de vivre, potentiellement, ça peut devenir intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a des équipes de production des chaînes télé qui vont venir sur le Tour de France qui sont beaucoup plus light. Certains qui vont faire tout en full remote depuis leur pays et depuis leur bureau. D'autres qui vont quand même venir sur le terrain. On voit France Télé, ils vont tous commenter depuis Paris et puis être sur le terrain. Donc, il n'y aura plus les plateaux d'interview, etc. à la fin. Donc voilà, c'est peut-être aussi quelque chose qui va se développer beaucoup plus au regard de la période qu'on est en train de vivre et qui va du coup permettre à des diffuseurs de faire des économies d'échelle sur aussi parfois les équipes terrain et garder des équipes en remote et nous de notre côté réussir à créer de la valeur sur une rate card de production de contenu qui peut devenir intéressant. Ouais. Et justement sur cette création de valeur, un sponsor type ASO et qu'on prenne pour le cyclisme ou qu'on prenne pour les marathons, etc. Ils sont à la recherche de quoi par rapport à votre audience? Comment tu arrives à mesurer, toi, la ROI que tu peux leur apporter? Est-ce qu'ils sont à l'affût d'un nombre de vues, d'un nombre de prints? Quelle est leur réflexion et comment tu arrives à les inciter à utiliser tout le potentiel du digital pour leur propre intérêt? Ça diffère vachement d'une épreuve à l'autre et surtout d'un univers à l'autre. Sur le Tour de France, c'est un peu aussi comme sur tous les gros événements sportifs, ils viennent aussi acheter une marque et de la visibilité et de la part de voix média, de la visibilité que ce soit télé, terrain. En digital, on a quelques marques avec lesquelles on travaille encore plus sur la partie ROI et comment est-ce qu'on peut réussir à driver un petit peu de business ou de data chez eux. Mais aujourd'hui, même en digital, ce qu'ils recherchent, c'est de la visibilité auprès de nos bases de fans qui sont importantes. Et c'est ce que majoritairement les marques vont venir chercher. Mais ça reste quand même derrière l'activation terrain et l'activation linéaire télé. Ils sont moins avancés d'un point de vue digital que nous serions capables de leur offrir. Ouais, mais on lance des nouveaux produits digitaux tous les ans pour essayer de leur montrer ce qu'on est capable de faire et la personnalisation qu'on peut offrir. Tu vois, que ce soit sur de la landing page publicitaire qui est différente sur un contre-la-montre et qui est différente d'un pays à l'autre en fonction des besoins et des territoires sur l'affect que peut avoir une marque ou une autre par rapport à une cible. Et donc voilà, on travaille la Fantasy League qu'on a lancée avec l'intégration de certains de nos partenaires et là pour eux c'est aussi mettre en avant leur savoir-faire, typiquement NTT qui est notre partenaire technologique. Là cette année dans la Fantasy League by Tissot du Tour de France,
t'auras la mise en avant de ce qu'ils appellent le Entity Predictor, qui te permet, sur la base de données de X saisons cyclisme, de savoir qui sont les 3-4 favoris de l'étape du jour, et de toi, dans ton équipe, du coup, potentiellement, les prendre pour la journée. Et donc voilà, on arrive à créer un peu cette valeur-là, mais sur le cyclisme, c'est majoritairement de la valeur média que les partenaires vont venir chercher, que ce soit en digital ou que ce soit en linéaire, mais de la visibilité. En revanche, c'est ce dont on se parlait tout à l'heure sur ASICS, qui est une vraie belle activation cette année qu'on a réussi à mettre en place. Alors malheureusement, le marathon de Paris n'aura pas lieu cette année, il est annulé et on va... Maintenant, ils sont après toi pour retrouver ce chiffre d'affaires. Les gens, les utilisateurs viendront courir l'année prochaine avec nous à Paris en 2021. Mais on a réussi cette année sur les inscriptions avec des procédés assez basiques de promo code et d'intégration de banners à avoir un vrai ROI avec une vraie génération de chiffre d'affaires sur les emails de confirmation d'inscription où en fait toutes les personnes qui se sont inscrites au Marathon de Paris recevaient cet email-là avec une banner et un promo code à utiliser sur le e-commerce du site ASICS. Et donc on a eu un chiffre d'affaires généré qui était assez conséquent et qui nous a permis de créer aussi ces premiers cas d'usage de marques qui ont réussi à avoir des vrais dispositifs héroïstes avec nous. Et ça, c'est hyper encourageant pour ce qu'on va réussir à créer sur tous nos univers événements grand public, mais aussi sur le cyclisme à terme. Et c'est fou parce que finalement, c'est des procédés qui nous semblent assez traditionnels pour nous, mais fondamentalement, c'est étape par étape qu'on va réussir à transformer cet intérêt des sponsors pour le digital. Exactement. En fait, de toute manière, avec les équipes sponsoring des marques avec lesquelles on travaille ou des diffuseurs sur leur équipe digitale, on est vraiment sur de la confirmation par la preuve. On leur propose des dispositifs et en essayant vraiment de leur apporter la preuve que ces dispositifs-là vont être vraiment générateurs de valeur pour eux. Et voilà, c'est ce qui nous pousse parfois, effectivement, nous, il y a des valorisations où on va offrir quelque chose, une activation, on va l'offrir une année pour leur prouver que finalement il y a une vraie valeur derrière cette activation-là, et réussir à créer, nous, ensuite, plus de valeur pour nous sur les années futures. Ouais. Et dernier sujet, on le disait très rapidement en début d'échange, mais ASO a la particularité d'avoir des événements qui sont plus gros que les fédérations auxquelles vous appartenez. Pour reprendre l'exemple du Tour de France, vous dépendez de l'Union cycliste internationale, mais fondamentalement, votre événement en propre est plus impactant. Et je dirais que sur pas mal d'événements, le marathon de Paris a plus de visibilité, plus de notoriété que la fédération de course française. Comment est-ce que vous réussissez à jouer de cette position-là qui est un petit peu particulière, parce qu'à la fois t'es une aubaine et à la fois t'es une menace d'une certaine manière? En fait, c'est de la même manière qu'avec nos diffuseurs. En fait, c'est de la bonne intelligence. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, certes, on a une position dominante sur certains de nos événements, mais nous, l'enjeu, c'est que le cyclisme continue de se développer. Et aujourd'hui, on a le Tour de France, certes, mais on a aussi Paris-Roubaix, on a aussi Paris-Nice, on a aussi Paris-Tour, le Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège. Certes, certaines courses qui sont très fortes et d'autres un peu moins importantes. Et nous, l'enjeu, c'est que aujourd'hui, que ce soit le cyclisme masculin et le cyclisme féminin, aujourd'hui, le cyclisme féminin est devenu un vrai enjeu pour nous de développement. C'est d'être en capacité d'accompagner l'UCI aussi dans son développement et que nous, on soit vraiment moteur avec eux du développement du cyclisme dans le monde. C'est vraiment ça l'enjeu. Il y a pas de nous on est le Tour de France, on est les plus gros, de toute façon on fait ce qu'on veut. Et puis voilà, de toute façon déjà il y a des règles internationales qui sont éditées par l'UCI de cyclisme, ce que nous on doit suivre. Là on le voit sur les protocoles aussi Covid, où il y a des protocoles qui sont édités par l'UCI que nous on doit respecter. Et de toute manière ça c'est toujours plutôt passé en bonne intelligence. Et nous sur le digital, on le voit aussi, on a des discussions qui sont saines avec les organisations, que ce soit même sur le marathon de Paris avec la fédération d'athlétisme, sur le triathlon avec la fédération française de triathlon aussi, où c'est plutôt en bonne intelligence, et avec les mairies, la mairie de Paris, c'est la même chose.
de toute manière, nous, on n'a pas d'intérêt à vouloir surpasser des fédés ou des organisations institutionnelles avec lesquelles on travaille. Nous, la force des événements, elle sert ces fédérations-là. Ces fédérations-là, elles nous servent aussi. Et pour les événements grand public, nous, en termes de business, le marathon de Paris, c'est quelque chose de très important. Pour la mairie de Paris, en termes d'image, c'est essentiel. Voilà, je veux dire, après vous gagnez à bosser main dans la main. Tout le monde gagne à être sur la même longueur d'onde et à travailler conjointement pour faire les plus beaux événements possibles. Ouais. Et du coup, les prochains événements ASO avec la réorganisation, on a quoi? On a le Tour de France, et c'est quoi les prochaines dates à suivre? Toute la saison cyclisme qui va du coup qui a déjà démarré avec le Critérium du Dauphiné qu'on a réussi à organiser du 10 au 16 août. Donc là, il y a le Tour de France, après il y a la Vuelta, le Tour d'Espagne qui sera en octobre et jusqu'à début novembre. Et après, on a nos courses Paris-Roubaix en octobre, etc. Donc on croise les doigts, c'est toujours une situation dans laquelle on est un peu on marche sur des œufs en permanence, on s'adapte au jour le jour, parce que les contraintes sanitaires évoluent au jour le jour en fonction de l'évolution de l'épidémie et après il y a le Dakar en janvier. C'est notre deuxième gros jalon de l'année, c'est le Dakar. Et j'allais dire, celui-ci, pour les mesures Covid, il est peut-être un peu plus Covid-friendly que le marathon de Paris. Ouais, il y a un peu moins de monde. C'est-à-dire que le marathon, quand on met 60 000 personnes à courir dans les rues de Paris, c'est sûr que c'est compliqué de faire respecter des en matière de foyer, on est pas mal, là. Ouais, c'est ça. Top. Vincent, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, on va regarder d'un œil attentif les prochains événements ASO. Et puis, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Le Corner. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Le Corner.